Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et chères amies de la biodiversité, dans notre exploration de la taille des êtres vivants, nous avons considéré jusqu'à maintenant que la notion d'individu allait de soi. Pas besoin d'être biologiste pour distinguer les contours d'une baleine, d'une fourmi ou d'un chêne. Cependant, certains êtres vivants remettent en cause cette évidence. Ainsi, chez les plantes, beaucoup d'arbres ont la possibilité de produire, à partir de leurs racines, de nouvelles tiges pouvant être éloignées de plusieurs dizaines de mètres et qui constitueront de nouveaux arbres. Génétiquement, ces rejets sont identiques à l'arbre parental et s'ils restent connectés à lui par leurs racines, on peut considérer que c'est l'ensemble de ces arbres qui constitue un individu. On connaît par exemple dans l'ouest des États-Unis une petite forêt de peupliers constituée de 47 000 arbres, tous issus de rejets, d'un ensemble racinaire qui se serait développé depuis au moins 10 000 ans à partir d'une seule graine. On estime le poids de cet individu forêt à 6 000 tonnes, ce qui dépasse largement le poids de nos séquoias géants. Cet individu forêt a été baptisé Pando, qui signifie « je m'étends » en latin. Ce phénomène des rejets est également fréquent chez les robiniers, appelés communément acacias. Cette propriété leur permet de coloniser rapidement de larges surfaces vierges, comme les bords des routes ou des voies ferrées. Originaire de l'Amérique du Nord, cette espèce a été introduite en France en 1601 par le botaniste Jean Robin, d'où son nom. Les deux plus vieux sujets datant de cette introduction sont visibles à Paris. L'un se trouve près de Notre-Dame, dans le square René Viviani. Planté en 1610, il a le titre du plus vieil arbre de Paris. Mais son jumeau, visible au Jardin des Plantes, est en fait constitué de rejets de l'arbre initial, planté en 1636, et qui a disparu. On trouve un phénomène similaire chez les animaux. C'est le cas de certains coraux, constitués de petits individus munis de tentacules, qu'on appelle des polypes, et qui entourent un squelette calcaire qu'ils ont sécrété. C'est ce squelette qui forme les immenses barrières de corail entourant les îles tropicales. Il est alors difficile de déterminer les limites d'un individu qui peut être constitué de milliers de ces polypes. Ainsi, on a découvert en 2024 dans les îles Salomon, dans le Pacifique, un corail isolé au fond de l'océan, que l'on a pris au début pour une épave de navire. Appartenant à l'espèce Pavona clavus, il forme un dôme de plus de 30 mètres de diamètre, soit 2 fois la taille du dôme de l'église du Sacré-Cœur à Montmartre. On estime qu'il comprend près d'1 milliard de polypes et qu'il serait âgé de 300 ans. Là aussi, avec son squelette calcaire, il surclasse largement le poids de tous les animaux que nous avons décrits dans les épisodes précédents. Pour finir, intéressons-nous maintenant aux champignons. Selon le livre Guinness des records, le plus gros champignon du monde a été cueilli au Canada. Il s'agit d'une veste de loup de plus de 22 kilos,
Rien de bien impressionnant donc. Cependant, ce que les amateurs appellent champignons ne sont que les expressions, visibles mais éphémères, d'un immense réseau de filaments souterrains constituant un individu unique pouvant s'étendre sur l'ensemble d'une forêt. C'est par exemple le cas d'un champignon comestible parasite des arbres, l'armillaire miel. Dans une forêt de l'Oregon, aux États-Unis, on a montré que le réseau de ce champignon couvrait près de 800 hectares, soit environ 1600 terrains de football. Son poids est estimé à 400 tonnes et il serait âgé d'au moins 2500 ans. Une expression spectaculaire de ce réseau de filaments est celui des rondes sorcières, appelées également cercles de fées. Il s'agit de cercles de petits champignons pouvant atteindre près d'1 kilomètre de diamètre. À partir d'une spore fondatrice, les filaments ont poussé de manière concentrique, en consommant au passage les éléments nutritifs du sol. De ce fait, l'herbe est très chétive à l'intérieur de ces cercles, qui sont d'autant plus grands qu'ils sont vieux. Ces rondes sorcières ont donné lieu à diverses légendes et superstitions. On pensait qu'il résultait de la danse de sorcières destinée à invoquer le diable les soirs de pleine lune. Selon ces légendes, quelqu'un qui se plaçait au centre du cercle lors de la pleine lune pouvait soit voir un vœu exaucé, soit être emmené dans le royaume des fées. Je vous laisse choisir la théorie que vous préférez. Ainsi s'achève cette saison sur la taille des êtres vivants. Je vous donne rendez-vous au début de l'année prochaine pour découvrir une nouvelle saison. Elle sera consacrée à la diversité des matériaux que produisent les êtres vivants et aux multiples usages que les humains en ont faits tout au long de leur histoire. Merci pour votre écoute et rendez-vous en janvier pour une nouvelle saison des Petites Histoires de la Biodiversité. Retrouvez les Petites Histoires de la Biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!